bienvenue à tout le monde pour cette conférence en ligne du mois. Il y a des personnes que je ne connais pas encore. Et avant de passer la parole à Elodie qui a la gentillesse de nous rejoindre ce soir pour nous parler de home organizing, je vais tout d'abord dire deux, trois mots par rapport à nos activités. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas en particulier, en fait, nos activités sont dédiées à la découverte de la connaissance de soi. Donc, nous organisons régulièrement des séances en présentiel, mais aussi des ateliers, des formations, des conférences en live, mais aussi des conférences en ligne. Et tout ça dans le but d'accompagner les personnes sur le chemin du mieux-être, d'une plus grande sérénité, et ce, dans les différents domaines de leur vie, que ce soit par rapport à soi, à ses enfants, son travail, sa santé, et aussi par rapport au bonheur. Et donc, c'est comme ça que nous avons mis sur pied ces conférences mensuelles pour vous donner des outils complémentaires, vous faire rencontrer des personnes, des experts, des expertes dans leur domaine, comme ce soir, Elodie. Et je propose de lui passer la main directement, de façon à ce qu'elle se présente plus en détail encore, mieux que ce que je pourrais le faire. Et en tous les cas, encore un grand merci d'être là pour nous parler de ton métier, mais aussi de ta passion. Avec plaisir. On m'entend bien? Tout va bien? Oui, moi je t'entends bien en tous les cas. Ok, parfait. C'est une grande première pour moi aujourd'hui, avoir la possibilité de faire cette webconférence. Donc, merci beaucoup Françoise de m'avoir donné cette occasion. Je suis effectivement passionnée par ce que je fais déjà depuis plusieurs années et c'est un bon moyen de pouvoir une fois de plus en parler à des personnes qui sont intéressées de près ou de loin au thème très général du désencombrement et du rangement d'habitation. Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais démarrer effectivement la présentation et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, on les notera et j'y répondrai dans une seconde partie. Voilà, ce sera plus simple de cette manière. Oui, alors juste par rapport à ces questions, justement, vous pouvez bien sûr utiliser le chat qui est en bas de votre écran, noter la question qui vous vient au fur et à mesure ou alors la noter par la suite dans le chat et nous les reprendrons après l'exposé d'Élodie. Voilà, c'est à toi Élodie. Merci. Alors, le but de cette grosse demi-heure, trois quarts d'heure de présentation, c'est vraiment d'éveiller votre curiosité. Donc, en principe, un atelier d'atelier découvert de home organizing dure 3 heures. Donc, vous devez avoir une petite idée. C'est effectivement beaucoup plus long d'habitude. Donc, on va essayer d'ouvrir des pistes, d'ouvrir la discussion, les points d'interrogation, la curiosité de chacun. Mais effectivement, on pourrait aller beaucoup plus loin si on voulait par la suite. Donc, c'est aussi une porte ouverte pour vous. Alors, le home organizing, c'est un métier qui consiste à désencombrer les habitations. Alors, notre job, c'est un peu étonnant, et je sais que les gens sont toujours étonnés quand je l'explique comme ça, mais c'est pas tant de ranger des maisons, mais c'est surtout de les désencombrer. Donc, notre job, c'est de vider les habitations de tout ce qui est inutile, encombrant, en double, cassé, trop petit, trop grand. Et ensuite, effectivement, dans un second temps, de ranger les choses qu'on a conservées après cette phase de tri. J'insiste parce qu'il existe le même métier aux États-Unis, qui s'appelle aussi du home organizing, mais qui est complètement traité d'une autre manière, puisqu'aux les États-Unis, en fait, le home organizing, c'est vraiment la gestion, le rangement de toutes ces petites possessions qu'on peut avoir chez soi. Donc moi, je n'ai pas du tout importé des États-Unis de cette manière-là. Je l'ai travaillé à ma sauce et j'en ai fait un métier différent qui prône le moins mais mieux. Donc c'est vraiment dans ces valeurs-là qu'on va à travers l'activité que je développe depuis plusieurs années en Belgique. Le home organizing, c'est un peu étonnant et ça fait un fameux raccourci, donc vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation ce que je veux dire. Mais le home organizing est un outil qui peut réellement changer votre vie. Changer votre vie parce que le home organizing qui semble complètement seul et un peu perdu comme ça, comme une espèce de une petite entité toute seule, en fait est beaucoup plus importante que ce qu'on pense puisque c'est à travers l'outil du home organizing qu'on peut gérer le cœur de sa vie à travers l'intérieur de sa maison qu'on va pouvoir gérer l'ensemble des difficultés qu'on rencontre au quotidien, que ce soit dans la sphère de l'éducation des enfants, dans la sphère du couple, dans la sphère du travail, dans la sphère de la santé, aussi bien physique que mentale. Le home organizing, à savoir l'art de vivre avec moins, permet en fait de toucher à toute cette sphère de la vie.
Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que je parle de tribu? Je parle de tribu parce que depuis quelques mois déjà, je ne suis plus toute seule dans l'activité. Donc j'ai engagé 12 collaboratrices qui travaillent à temps partiel avec moi. Elles sont indépendantes complémentaires. Elles font partie de ma tribu. Alors on considère que c'est vraiment comme une meute, comme une communauté, puisqu'on est toutes là dans un même but, aider les gens à vivre plus simplement. C'est ça que signifie le terme tribu. Alors, en 3-4 ans là maintenant de travail sur le terrain, parce que j'ai accumulé pas mal d'heures d'expérience et surtout de discussions très intéressantes avec pas mal de monde et de lectures sur le sujet, je me suis aperçue qu'il existait 3 plaintes principales autour du thème général de l'encombrement et du rangement. La première plainte, c'est celle qui dit je supporte plus le désordre quotidien. Alors le désordre quotidien, c'est tout ce qui traîne dans l'entrée, c'est les chaussures, c'est les vêtements qui traînent par terre au bout du lit ou au bout du lit, c'est les tables de nuit qui débordent, c'est un plan de travail surencombré, c'est de la vaisselle qui traîne dans l'évier. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui visuellement polluent notre espace et qui nous dérangent parce qu'elles peuvent nous peser des fois très lourd sur les épaules. Ça, c'est ce qu'on appelle le désordre quotidien. Et cette plainte-là, nous a permis de développer la première partie de l'activité, qui est vraiment à proprement parler le home organizing, donc le rangement et le désencombrement de toutes ces choses matérielles qui encombrent nos maisons. La deuxième plainte que j'entends le plus souvent, c'est entre autres les lessives. Alors, les lessives, pourquoi? Parce que les lessives font partie des rituels quotidiens, c'est les choses qu'on doit faire tous les jours, on n'a pas le choix, hein. On est bien obligé de nettoyer son linge pour pouvoir sortir plus ou moins propre dehors. Et donc, les lessives, ça peut devenir une corvée absolument exécrable pour la plupart des personnes. Là, on ne touche plus tant à un désordre quotidien, bien que visiblement les lessives traînent, effectivement, ça fait du bazar, mais on touche plutôt à l'organisationnel, c'est-à-dire à la répartition des tâches dans la maison, qui fait quoi, quand, les plannings hebdomadaires, les rituels quotidiens. Et donc tout ça nous a permis de mettre sur pied une deuxième partie de l'activité qu'on a appelée le home management. Autrement dit, comment gérer sa maison comme une petite entreprise. La troisième plainte qu'on entend le plus souvent, c'est l'accumulation de papier. Alors là, c'est vraiment une plainte incroyable d'une personne qui dit je suis complètement noyée par les papiers. Alors les papiers au sens large. Ce n'est pas uniquement les papiers qui sortent de l'imprimante ou qui sortent de la boîte aux lettres. C'est aussi tous les papiers comme les bouquins, les magazines, les photos, les dessins des enfants, etc., etc. Donc tout ce papier, qui pourtant à l'ère du numérique devrait disparaître progressivement, mais qui encombre toujours autant les appuis de fenêtre, les plans de travail, les bureaux, des fois les voitures. Donc des papiers, il y en a partout. Et c'est cette plainte qui nous a permis de développer la troisième partie de l'activité qui s'appelle l'office organisé. Alors, ces 3 parties de métier n'en font qu'un. Quand on va ranger une maison, c'est clair qu'à un moment donné, on tombe sur un problème d'organisation et c'est clair qu'on tombe toujours sur une accumulation de papier, ou presque. Donc, on traite le problème dans son ensemble. Mais si on veut définir notre activité, on la découpe en 3 parties. C'est quand même rare d'avoir une maison très encombrée avec des papiers super bien gérés et une organisation qui tourne. En fait, les 3 vont ensemble. Alors, la dernière plainte qu'on entend le plus souvent, c'est l'impression de passer d'une corvée à l'autre sans jamais s'arrêter. Et ça porte un nom. Donc, quand vous faites des recherches sur Internet, vous tomberez là-dessus. C'est ce qu'on appelle du yo-yo mental. Alors, le yo-yo mental, c'est passer d'une activité à l'autre, d'une pensée à l'autre sans cesse, sans jamais terminer complètement ce qu'on est en train de faire. Alors ça, c'est extrêmement fatigant et extrêmement frustrant parce qu'on n'arrive jamais au bout finalement de ce qu'on voulait faire. Le yo-yo mental, c'est quelque chose qui est extrêmement visible chez les gens chez qui on va depuis plusieurs années. Et c'est une des causes principales d'encombrement. C'est un peu comme si on décidait de traiter ses papiers, qu'on monte au bureau. Au moment où on est sur le bureau, on se rend compte que la corbeille à papier est pleine. On se dit qu'on va aller la vider dans le garage. Et au moment où on tombe dans le garage, on se rend compte que le chat n'a plus de croquettes. On oublie de déposer le carton dans le bac. On donne des croquettes au chat, puis on se rend compte que sa litière est remplie. La litière ne se trouve pas au même endroit. Boum, on va dans la buanderie. Là, on se rend compte que la machine a fini de tourner. On se dit qu'il faut lancer un séchoir, mais on se rend compte qu'on n'a plus d'adoucissant, etc., etc., etc. Et donc, on passe d'une activité comme ça à l'autre tout le temps, finalement, sans jamais vraiment avoir l'impression d'avancer. Donc, le yo-yo mental, qui est extrêmement visible dans les sociétés actuelles, est en fait une cause principale d'encombrement des habitations. C'est pour ça que je l'ai mis en première partie de la présentation. Alors, quand on travaille chez quelqu'un, on conseille toujours de démarrer, donc vous pouvez prendre ce conseil pour vous, chez vous, par le désordre quotidien, c'est-à-dire toutes ces petites choses justement qui polluent votre espace. C'est seulement une fois le désencombrement et le tri effectués que vous pourrez passer en revue les mauvaises habitudes qui sont cause d'encombrement dans la maison. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez seulement passer à la deuxième partie qui est le home management. Et en troisième lieu, vous vous attaquerez aux papiers. On ne commence jamais par les papiers, il n'y a rien de plus décourageant que de s'attaquer aux papiers.
Alors, on se rend quand même qu'il y a beaucoup de tabous autour de l'activité, énormément. Donc, d'abord, il y a un tabou financier. Je vais quand même pas payer quelqu'un pour m'aider à ranger. Ça, on l'entend très souvent. Il y a aussi un tabou intimité. Je vais faire rentrer quelqu'un dans ma maison, lui montrer de l'intérieur de mes armoires. Et puis alors, il y a un tabou de la honte, de ne pas réussir à ranger sa maison ou à la désencombrer soi-même. Et donc, on se dit, je ne vais pas faire rentrer quelqu'un qui se dit pro du rangement et lui montrer toutes mes failles. Donc, le but de ce genre de conférence comme ce soir, et c'est ce qu'on fait effectivement en atelier aussi très régulièrement, c'est de casser tous ces tabous, de déculpabiliser, de montrer que nous, Home Organizer, on est vraiment là pour aider les gens. Jamais dans le jugement et toujours dans la bienveillance. Alors, il faut quand même que je vous explique un petit peu d'où vient cette activité, c'est important. Vous avez entendu dans la première partie d'explication que ça vient effectivement des États-Unis. Donc, historiquement, le home organizing vient des pays anglo-saxons, principalement des États-Unis et du Canada. Et ça existe depuis pratiquement une vingtaine d'années là-bas. Alors, moi, j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis, donc j'ai eu l'occasion de découvrir à travers leur manière de vivre ce qu'était cet art du rangement. Il se fait que dans ma vie personnelle, il y a 6 ans, sont arrivés mes deux premiers enfants, donc des jumeaux, et très vite après le troisième. Donc j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Et je me suis retrouvée dans une toute petite maison qu'on avait achetée avec mon conjoint, qui n'était absolument pas adaptée pour accueillir 3 enfants. Et je me suis laissée complètement submerger, non seulement avec tout ce qui est matériel, donc poussettes, tout ce qui était en double, en triple, c'était vraiment incroyablement fatigant. Et puis, ben, au niveau organisationnel, toute mon organisation avait changé. Et donc, c'est après avoir décidé de reprendre un peu possession et contrôle de ma vie, hein, de ma maison et de ma famille, etc., que je me suis décidée à faire du rangement et à désencombrer petit à petit chacune des pièces de la maison. Et quand j'ai eu fini de faire cet exercice, d'abord, je me sentais beaucoup mieux, hein, moralement. C'est hyper important de faire le lien entre le désencombrement psychologique et le désencombrement matériel. Et puis, je me suis dit, finalement, je ne dois pas être la seule à avoir besoin d'aide. Mes copines n'osent pas me le dire parce qu'elles me voient avoir difficile tous les jours avec mes 3 petits bouts. Mais je suis certaine que c'est un service qui pourrait aider d'autres mamans. Et c'est comme ça que l'activité a été lancée. Et 3 ans et demi après le lancement de l'activité, donc on est 12 à travailler sur l'ensemble de la Belgique francophone. Voilà pour vous donner une petite histoire. Donc moi aussi, j'ai été complètement débordée, dépassée dans ma maison. Et moi aussi, le home organizing m'a aidé à un moment donné à me sortir de cette gadoue dans laquelle j'étais. Alors, je déteste définir le home organizing de manière comme un dictionnaire, donc de manière ennuyeuse et assez classique. Je préfère toujours remettre le home organizing dans un contexte. Donc, il faut savoir qu'en 2 ou 3 générations à peine, pensez à la génération de vos grands-parents et de vos arrière-grands-parents, on a appris à vivre complètement autrement. D'abord, on n'a jamais eu accès aussi facilement à tous ces achats, hein. On se retrouve tous les jours, pratiquement, du matin au soir, avec la possibilité d'acheter, de consommer, soit parce qu'on passe dans les rues, qu'il y a des magasins qui pleuvent partout, soit parce qu'on a le monde à portée de main et que donc il est devenu très simple de consommer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. En plus de ça, on travaille énormément, on a énormément de pression. Donc, on a besoin de pouvoir se ressourcer chez soi. Il y a les changements familiaux qui sont très visibles aussi en 2 générations. Donc, il y a des nouvelles manières de vivre en famille, il y a des repropositions de ménage qui n'existaient pas avant, etc., etc. Bref, il y a eu un tas de changements sociétaux qui ont aujourd'hui, dont les conséquences sont aujourd'hui visibles dans les habitations. Et une des conséquences visibles, c'est l'encombrement matériel des habitations. Donc, on vit aujourd'hui avec bien trop de possessions à l'intérieur de nos maisons. Si vous regardez historiquement au niveau de l'architecture, depuis les années 80, les annexes ont commencé aussi à pousser un peu partout sur toutes les maisons. Donc les années 80 marquent en fait une période importante où les gens ont commencé à manquer d'espace. Alors qu'on vivait des fois dans des espaces plus petits avec 4 ou 5 personnes, aujourd'hui on a besoin d'espace, on a besoin de lumière, on a besoin, voilà. Mais c'est devenu beaucoup plus compliqué à gérer avec l'ensemble des possessions qu'on a chez soi. Donc voilà pourquoi le home organizing est né. Simplement parce que de nouveaux besoins sont arrivés suite à ces changements sociétaux. Et donc le home organizing s'inscrit complètement dans l'esprit de la récupération, du partage, des échanges, du vivre moins avec mieux, du vivre plus sereinement, plus simplement. Donc l'art de la simplicité a un lien énorme avec le home organizing. Donc voilà, c'est comme ça en fait que moi je résume mon activité. C'est une solution, un outil qui a été créé aux États-Unis, mais que j'ai ramené en Europe et en Belgique principalement pour pouvoir le faire d'une autre manière, qui colle plus à notre culture et à nos valeurs, pour pouvoir répondre à de nouveaux besoins. Entre autres, le besoin de vivre avec moins et donc d'apprendre à se défaire d'un certain nombre de choses qui polluent notre environnement quotidien. Alors, si vous voulez une définition plus claire, ça consiste à aider les gens à désencombrer leur maison
leur habitation au sens large, hein, en effectuant un travail de tri par le vide. Alors ça, c'est un terme qui effraie beaucoup, hein, tri par le vide. On a l'impression qu'on ouvre les fenêtres et qu'on bazarde tout par les fenêtres, pas du tout. Mais le but, c'est quand même, à la fin de l'exercice, petit à petit, hein, vraiment comme dans la course à pied, on apprend petit à petit à aller de plus en plus loin et à se faire de plus en plus mal pour avoir de plus en plus de plaisir après. On apprend en fait à se défaire d'un certain nombre de choses à travers des méthodes de désencombrement. Je vous en expliquerai une aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Et ensuite, on réaménage effectivement les espaces avec là aussi des techniques, puisque c'est très bien d'avoir fait un gros tri, encore faut-il remettre les choses à un endroit pertinent en fonction justement de son mode de vie. Alors, le home organizing, c'est pas de la déco d'intérieur. Donc, si on a le choix entre une solution pratique et une solution esthétique, on va toujours choisir la solution pratique. Si les clients veulent après s'amuser à aller chercher des boîtes avec des petites fleurs et des trucs plus sympas, c'est leur job. Nous, notre job à nous, c'est de trouver le bon contenant pour mettre le bon contenu et ranger le tout au bon endroit. Ça, c'est vraiment le job du home organizer. Alors, c'est pas de l'architecture d'intérieur, on n'est pas là pour refaire complètement la structure intérieure d'un bâtiment, et ce n'est pas du feng shui, bien qu'il y ait effectivement beaucoup de liens à faire entre les deux métiers. Nous, en tout cas, on ne veut pas avoir cette étiquette sur l'activité. Si vous avez envie d'en savoir plus vraiment sur le home organizing et les différentes parties de mon activité, le site internet qui est inscrit en dessous est là pour vous renseigner. Alors, il y a effectivement plein d'auteurs différents qui sont absolument passionnants à lire sur le thème du home organizing ou plus largement sur le thème de l'art de la simplicité. Vous avez certainement déjà entendu parler de Dominique Leroux, qui est vraiment l'auteur à succès sur le sujet. Donc, elle a écrit l'art de la simplicité, l'art de l'essentiel, faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi, qui est super bien aussi, l'infiniment peu, qui est un petit bouquin qui reprend toutes ces notions. Voilà, c'est vraiment une auteure que vous pouvez lire si vous avez envie à un moment donné d'aller plus loin dans la recherche sur le home organizing, sur l'art de vivre avec moins. Maintenant, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est surtout de ne pas intellectualiser le problème du rangement. Toutes les heures que vous allez passer dans les bouquins à lire ce que d'autres ont écrit ne vous feront pas avancer dans le désencombrement et le rangement de votre maison. Donc, c'est bien d'en avoir un ou deux pour rentrer un petit peu dans l'état d'esprit et dans les valeurs voilà, du home organizing, mais très vite, il faut lâcher son bouquin et se mettre en action. La deuxième qui est très connue, c'est Marie Kondo, elle qui est beaucoup plus récente, c'est une japonaise. Hein, donc c'est vrai que c'est assez japonisant comme méthode, c'est pour ça que le Feng Shui est assez proche de notre activité. Marie Kondo, c'est elle qui vient justement de faire un best-seller en Europe et partout dans le monde, hein, sur son livre qui s'appelle La magie du rangement. Donc si vous voulez lire quelque chose de très actuel, c'est elle qu'il faut lire, bien que je ne sois pas toujours en accord avec tout ce qu'elle dit. Prenez ce que vous avez envie dans ces différents bouquins. Alors Dominique Leroux, elle dit quelque chose de très vrai. Elle dit la demeure est un élément vital de notre existence. Et je pense que c'est quelque chose dont les gens n'ont plus tout à fait conscience. On a perdu cette importance de l'habitation, de la demeure, du foyer. On peut le dire autrement, le terme foyer, moi je l'aime bien. Alors elle nous permet de nous ressourcer, de reprendre des forces quand celles-ci sont épuisées. La preuve, on est malade, on n'a envie que d'une chose, c'est de rentrer chez soi. Vous imaginez si votre chez vous ne vous permet plus d'être, n'est plus un élément vital de votre existence et ne vous permet pas de vous ressourcer, comment faites-vous pour supporter la pression extérieure? Comment faites-vous pour pouvoir communiquer en couple? Comment faites-vous pour éduquer correctement vos enfants? C'est vraiment au cœur du foyer que tout va pouvoir se jouer. Donc une maison, une habitation encombrée, mal organisée, dans laquelle on se sent mal, peut avoir des répercussions dans toutes les sphères de la vie. C'est ça qu'elle dit en fait dans son petit extrait ici. Elle est notre refuge, c'est vraiment ça. Donc elle constitue après le vêtement notre troisième peau. Ça veut dire que les gens chez qui, pour lesquels la maison n'est plus du tout un refuge, c'est comme s'ils étaient à vif en permanence, donc ils n'ont plus cette protection. Et ça correspond à notre identité. Et là, ça touche encore à un autre point, à la discordance qui peut exister entre la maison dont on rêve et la maison dans laquelle on vit. Et ça entraîne énormément de frustration. D'autant plus qu'il n'y a pas plein d'émissions, de bouquins, de magazines qui vous mettent l'eau à la bouche constamment sur justement la manière de vivre, la nouvelle architecture, la décoration, etc. Et donc ça peut être terriblement frustrant de se rendre compte que notre maison n'est pas comme on voudrait qu'elle soit. La première chose à faire avant de vous attaquer à un déménagement, ça peut des fois être la seule solution, ou à un réaménagement, ou à des travaux, ou à une décoration nouvelle de l'habitation, c'est d'abord de la vider. C'est la première chose à faire. Du désordre, ça ne se déplace pas. Ça s'élimine. C'est vraiment une phrase de base. On ne peut pas déplacer du désordre, on ne peut que l'éliminer. Si nous voulons être en harmonie avec le monde extérieur et avec nous-mêmes, nous devons d'abord être en harmonie avec notre maison. Et donc, j'appuie encore un peu plus sur, si vous voulez être bien dans votre vie, commencez par être bien chez vous et commencez à désencombrer l'habitation dans laquelle vous êtes. Voilà, ça me permet de résumer vachement bien ce qu'est le home organizing, en tout cas comment moi je le conçois, comment moi je l'ai écrit. Le concept a été écrit sur base de toutes ces valeurs-là.
et comment c'est transmis aujourd'hui par mes collaborateurs. Alors, il y a une phrase qui revient tout le temps. Les gens disent, j'ai l'impression que mon habitation rétrécit. Ma cliente de cet après-midi, elle me disait, j'ai l'impression de ne pas respirer. Donc, c'est cette sensation d'étouffement. Ce qui est important, avant de se mettre à désencombrer sa maison, c'est de réfléchir quelque peu à ses motivations et à ses freins. Alors, c'est primordial parce que malheureusement, il existe deux ingrédients nécessaires dans le home organizing, dans le rangement, le désencombrement de son habitation. C'est la patience et la discipline. Alors, c'est un peu deux choses qu'on ne supporte plus aujourd'hui, hein. Il suffit de regarder les enfants de 6 ans comme les miens. Être patient, c'est hyper difficile. La discipline, n'en parlons pas. Donc, je sais que c'est un peu compliqué, mais je suis obligée de le dire parce qu'on n'est pas des Mary Poppins. Et vous ne pourrez jamais désencombrer et ranger votre habitation en un coup de cuillère à peau. Ce n'est pas possible. Ça va beaucoup plus lentement. Donc, le temps qu'il va vous falloir pour désencombrer votre habitation est proportionnel au temps que vous avez passé à l'encombrer. Alors, c'est pas parce que ça fait 30 ans que vous vivez dans la maison qu'il vous faudra 30 ans, hein, pour la vider, mais tout de même, si ça fait 30 ans que vous vivez dans la maison, vous devez compter, à mon avis, 1 à 2 ans pour vraiment arriver au bout de l'exercice. Voilà, donc ça c'est super important. Il faut vraiment se rendre compte que ça prend un certain temps et que ça demande une fameuse motivation. Et donc moi dans mes ateliers, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, prenez de quoi noter si ce n'est pas déjà fait, parce que ça va vous permettre de réfléchir vraiment à ce qui vous pousse aujourd'hui, ben, à vous être inscrit à cette webconférence, peut-être par la suite à faire les pas suivants, à venir à un atelier ou à me rencontrer ou à faire appel à une home organizer. C'est quelles sont les motivations. En gros, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être là? Qu'est-ce qui vous motive subitement à vous mettre à ranger? Qu'est-ce qui vous donne envie un samedi matin de vider complètement le tiroir de la cuisine qui vous ennuie depuis 2 semaines? Est-ce qu'il y a une motivation principale? Alors, ça peut être plein de choses. Je vais vous en donner quelques exemples, ça vous permettra de comprendre mieux. Ça peut être, comme cet après-midi, une dame qui me disait, moi j'ai un objectif dans 2 à 3 ans, c'est de faire des gîtes à la maison et de faire un échange de maison avec des personnes à l'étranger. Ma motivation actuelle, c'est ça, mes enfants partent et j'ai besoin de transformer ma maison, de lui donner une nouvelle vie, de la transformer parce que mes enfants sont grands et aujourd'hui je veux en faire autre chose. Mais je ne peux pas en faire des gîtes et je ne peux pas la louer dans l'état actuel des choses. Il y a trop d'encombrement, c'est pas possible. Ça, c'est une super motivation. Alors, une motivation, ça peut être les enfants. Hein, l'arrivée de 2, 3 enfants comme moi, ça a été ma motivation de me dire c'est pas possible, il faut que je les éduque et que je les fasse grandir dans un environnement plus sain et dans un espace plus agréable. Alors, ça peut être des conflits avec les conjoints aussi. Ma motivation, c'est d'arriver justement à ne plus discuter à propos de la vie de la maison, du rangement, des corvées ménagères, et donc de vivre plus sereinement en couple. Une autre motivation, ça peut être je rêve de faire une annexe dans la maison depuis des mois, ou je rêve d'aménager le grenier parce que mes enfants grandissent et il me faut un espace en plus, mais je n'y arrive pas parce que le grenier, c'est un capharnaüm sans fond. Voilà, ça c'est toutes des motivations. Vous devez en trouver. Il y a des fois des motivations très claires et des fois il y a des motivations beaucoup plus subtiles. Peu importe, mais il faut y réfléchir en tout cas. Et si vous n'avez pas encore aujourd'hui la possibilité de les écrire, réfléchissez-y parce que ça va vous venir progressivement. Alors, dans l'autre sens, quels sont vos freins? Ça aussi, c'est une partie de question qui m'intéresse. C'est pourquoi est-ce que vous refusez de vous y mettre? Ou pourquoi est-ce que quand vous vous y mettez, vous n'arrivez pas à faire le travail jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que vous êtes constamment interrompu? Pourquoi est-ce que ce que vous faites ne fonctionne pas sur le long terme? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'aide pour vous y mettre? Alors, les freins, ça peut être la solitude. Toute seule, j'y arrive pas. C'est impossible, je suis face à une montagne et j'arrive pas à savoir par où démarrer. Ça peut être le manque d'informations. Moi, je veux bien me mettre à trier et à vider, mais je sais pas où donner, je sais pas où vendre, je sais pas quoi jeter, comment. Un frein, ça peut être bien sûr les enfants, les conjoints. Je veux bien me mettre à ranger, mais ils repassent derrière moi et ils remettent plein de désordre. Mon mari ne respecte pas du tout l'ordre que je mets dans la maison, ou inversement, ma femme. Donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là, surtout pas de, de préjugés à ce niveau-là. Voilà, donc quels sont vos freins? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de cette démarche que vous avez pourtant envie d'entreprendre? Et alors la troisième partie de question, et pour moi c'est la plus intéressante, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer avec un effet levier, c'est les bienfaits. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que vous allez obtenir après avoir fait cet exercice? Alors, voilà, qu'est-ce que vous rêvez d'avoir? Vers quoi vous vous projetez quand vous imaginez que votre maison est vidée? Alors, les bienfaits, ça peut être une meilleure santé, moins de soucis de santé. C'est pas même, c'est une motivation aussi, effectivement. Ça peut être moins de conflits dans les couples. Ça peut être donner l'exemple à mes enfants. C'est un bienfait qui va arriver tout seul. Ça peut être me sentir mieux dans ma tête, voir plus clair, faire de la place pour les projets suivants, etc., etc., etc. Alors, c'est une question qui est en fait une seule question découpée en trois parties.
L'intérêt, c'est qu'en fait, très souvent, une motivation peut être un frein et peut être un bienfait. Alors, je prends toujours l'exemple des enfants. C'est une motivation énorme. Donc, moi, j'ai vu des parents qui, à un moment donné, m'appelaient en me disant, moi, je vois pas l'intérêt de désencombrer ma maison, je vis très bien comme ça. Et j'ai un petit garçon de 6-7 ans qui fait des crises d'angoisse dans sa chambre parce qu'il supporte plus l'environnement dans lequel il vit. Quelle motivation énorme pour les parents d'avoir une demande aussi claire d'un enfant. Mais c'est mon plus gros frein, parce que je n'ai pas qu'un enfant. J'en ai trois, et j'en ai un effectivement qui ne supporte pas le désordre, mais j'ai les deux autres qui n'en ont rien à cirer et qui mettent plein de désordre derrière. Donc c'est un frein. Et les bienfaits, bah, c'est effectivement, nous pourrons vivre plus sereinement en famille et j'aurai la possibilité de montrer l'exemple à mes enfants. Donc souvent, une réponse en fait peut être prise dans les différentes parties. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans ce slide-là, c'est de vous faire réfléchir à la question. Et il faudra peut-être prendre du temps. Donc, nous, on considère que pour arriver à maturité, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, il faut des fois 1 à 2 ans. Entre le moment où on apprend que le home organizing existe, on a lu un article, on a vu un truc sur le net, on a participé à une conférence, voilà. Et le moment où on fait appel à quelqu'un. Donc, c'est relativement long. Parce que pendant ces quelques mois, eh ben, on va en parler à gauche, à droite. On va tester deux, trois trucs. On va se regarder agir, hein, s'observer de l'extérieur. Ça, c'est super intéressant aussi. Observer les choses dans la maison, commencer à lister ce qui nous dérange, commencer à étudier un peu la situation, lire un bouquin ou l'autre, aller encore à un atelier. Et c'est seulement quand on aura fait toute cette démarche de maturation qu'on pourra être effectivement prêt pour faire appel à quelqu'un et qu'on aura alors la patience et la discipline nécessaires pour y arriver. Voilà, donc je vous laisse y réfléchir. C'est une étape pour moi hyper importante avant de faire appel à quelqu'un. De toute façon, ce sont les questions de base qu'on pose quand on rencontre effectivement les clients pour un premier rendez-vous. Et il peut arriver qu'on refuse d'aider quelqu'un si on pense vraiment que cette recherche et cette maturité n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, j'ai quand même 3 bonnes nouvelles pour vous. Oh, j'en ai plein, hein. Peut-être que les 3 bonnes, c'est celle-là, mais il y en a bien d'autres et j'espère déjà avoir déculpabilisé certaines personnes depuis le début, parce que c'est aussi un des objectifs de notre métier, c'est d'arrêter de culpabiliser par rapport à la super voisine qui a un enfant de plus qui travaille à temps plein et qui arrive à gérer mieux sa maison que nous. Eh ben, cette voisine, en fait, elle est peut-être simplement pas née avec le même profil que nous. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup interpellée au début du lancement de mon activité. Étant donné que j'ai des jumeaux, filles-garçons en plus, j'ai pu très vite les observer. Donc, moi qui suis plutôt maniaque et qui aime l'ordre et l'organisation, bien que je me sois fait complètement dépasser à un moment donné dans ma vie, j'observais vraiment comment agissaient mes enfants, même tout petits, donc vers l'âge de 2-3 ans, là, quand ils ont commencé à pouvoir vraiment marcher, s'exprimer, déplacer des choses, jouer. Je les ai observés, je me suis rendu compte que mes jumeaux qui sont nés le même jour, qui ont la même éducation, qui vont dans la même école, dans la même classe, qui ont les mêmes copains, qui dorment dans la même chambre, qui ont les mêmes jeux, donc on n'a jamais fait des jeux pour l'un ou pour l'autre, qui vivent dans la même maison, etc. Eh bien, ils ne réagissent pas du tout de la même manière face à la problématique du rangement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas ma fille qui est une pro du rangement, c'est mon fils. Donc, lui, à 3-4 ans, il remettait tous les marqueurs dans le bon sens avec les bouchons. Il s'amusait à trier les déguisements et à dire ça, c'est tous les déguisements filles, les déguisements garçons, là, c'est tous les accessoires, là, c'est tous les trucs de Doro. Voilà. Je le regardais faire, je le voyais trier ses doudous, je le voyais de temps en temps faire du tri et me dire ça, j'en ai pas besoin, ça, tu peux le donner, ça, c'est mon doudou préféré. Il triait même ses fards de dessin lui-même. Ça, tu peux le garder, mais ça, je ne le veux pas, etc. Et ma fille, qui est sa jumelle, tout à fait l'inverse. Quand je lui demandais de ranger quelque chose, elle m'envoyait péter, elle me disait oui, oui, elle mettait tout dans une caisse et elle n'en avait absolument rien à tirer. Et des fois, même pire, elle venait toute fière me dire regarde, j'ai fini de ranger. Et quand j'ouvrais les caisses, je me disais elle n'a rien fait du tout en fait, de ce que je lui avais demandé. Elle ne voyait pas de la même façon le rangement. Et ce qui pour elle était satisfaisant n'était pas du tout pour son frère jumeau. Et donc, ça m'a amené à réfléchir sur l'importance de l'inné dans la problématique du rangement et de l'encombrement des maisons. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont, dès le départ, beaucoup plus à même de se mettre à ranger. C'est un peu comme l'esprit des maths ou l'esprit voilà, les gens qui savent écrire des longues tirades, voilà, à 10 ans, qui savent écrire des poèmes. Et puis, il y a des personnes qui ne savent pas mettre 2 mots sur une page. Et il y a des gens qui savent faire des mathématiques absolument incroyables et qui font des tas de, 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 de recherches sur le sujet, et puis d'autres qui ne savent pas faire un calcul de base, comme c'était mon cas. Donc moi, j'étais complètement nulle en maths. Eh bien voilà, c'est la première cause en fait d'encombrement dans les habitations. Ce sont les causes psychologiques, c'est-à-dire ce qui fait qu'on est nous. Il existe en fait 13 profils types qu'on a nous plutôt sous forme de grille d'analyse quand on rencontre les gens. Alors je pense qu'on aurait pu en inventer 14, 15. C'est très stéréotypé, donc il ne faut surtout pas s'arrêter à ces 13 profils types parce que sinon ça pourrait être un peu limitant. C'est juste une manière de réfléchir sur sa manière de fonctionner. Donc de dire, voilà, en fait, moi peut-être que je fais plutôt partie des gens qui sont procrastinateurs, qui sont sentimentaux, qui sont angoissés. Et ces 13 profils types sont 13 profils de personnes
qui sont sujets à encombrer leur habitation et avoir des difficultés dans l'organisation de celle-ci. Alors, vous pouvez réfléchir, je vais vous en montrer quelques-uns sur le slide d'après. Je ne peux pas développer les 13 parce que ça me prend pratiquement une demi-heure pour pouvoir les développer tous. Je vous donne des exemples, il en existe d'autres. Ce qui est intéressant quand on fait cet exercice en atelier, c'est que les gens réfléchissent sur eux-mêmes, mais ils réfléchissent aussi sur les gens avec qui ils vivent. Et concrètement, comment ça se fait qu'on est toujours en conflit avec mon mari? Comment ça se fait que je suis toujours en conflit avec mon fils aîné et pas avec les autres? Mais c'est parce qu'il y a des profils psychologiques qui s'opposent très clairement. Donc, voilà, on ne choisit pas toujours, on peut choisir son mari, ses enfants, on ne les choisit pas. Et si on est en conflit plus avec l'un ou avec l'autre, c'est peut-être parce que, à la base, on a déjà des manières différentes d'appréhender le rangement et l'organisation. La deuxième cause d'encombrement des habitations, ce sont toutes les causes extérieures, les causes matérielles. Alors, on peut être plus ou moins organisé, même si on est un peu sentimental ou plus ou moins angoissé. Mais si on rajoute à ça une maison trop petite, un déménagement fait dans la précipitation, un changement professionnel inattendu, l'arrivée d'enfants très rapprochés, euh, voilà, toutes ces causes extérieures, ça peut être un manque de rangement, ça peut être voilà. Toutes ces choses qui sont rajoutées aux causes psychologiques peuvent très vite rendre la problématique vraiment extrême. Et donc nous, on considère que quand on rencontre quelqu'un et quand on visite sa maison, on doit essayer de repérer quels sont les ingrédients qu'il a mis dans sa recette. Quelles sont les causes psychologiques? Quels sont les profils psychologiques des gens que j'ai en face de moi? Quelles sont toutes les causes extérieures? Alors, on met un petit peu de sentimentalisme, avec un petit peu d'angoisse, avec un peu de procrastination. On rajoute à ça une bonne louche de héritage familial, de maison trop petite, de maison qui ne nous plaît pas, de manque de rangement, un conjoint qui n'arrive vraiment pas à se mettre à ranger, trois enfants qui remettent du désordre derrière. On met tout ça dans le mixeur, on appuie et on a la recette parfaite de la maison encombrée. Seulement, cette recette, elle n'est jamais la même pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut arrêter de jalouser la super voisine qui est super douée, et alors que nous, on n'y arrive pas. Parce qu'elle est peut-être simplement pas née avec les mêmes profils psychologiques et elle n'a peut-être pas les mêmes causes extérieures ou les mêmes difficultés dans l'organisation. Il ne faut pas non plus essayer systématiquement d'aller chercher les conseils ailleurs. Parce que les conseils que vont vous donner votre super voisine ne fonctionneront peut-être jamais chez vous. Parce que les ingrédients de la recette de base ne sont pas la même. Donc c'est comme si vous essayiez de faire un gâteau au chocolat et qu'on vous donnait des ingrédients avec de la pistache et des ananas. Ben, vous n'arriverez jamais à faire un gâteau au chocolat. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les causes psychologiques, il faut les étudier, mais il faut aussi essayer de comprendre quelles sont les causes extérieures, essayer de comprendre, à travers cette petite conférence, quels sont les ingrédients qui composent le problème d'encombrement chez vous. Et puis la troisième bonne nouvelle, hein, donc il faut vraiment déculpabiliser parce qu'on n'est pas toujours, et même très rarement, responsable de ce qui se passe dans son habitation, c'est qu'on est tous paresseux par nature. Alors ça, il faut arrêter de se battre contre ça, ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Ça veut dire que chaque fois que vous allez mettre en place une solution de rangement trop complexe, il y a très peu de chances pour que vous arriviez à la tenir sur le long terme. Si vous mettez quelque chose en hauteur avec un couvercle derrière d'autres choses, vous avez 3 chances de moins d'utiliser ce qu'il y a dans cette boîte derrière, en hauteur, derrière le couvercle. Ça demande trop d'efforts. C'est comme pour les fardes. Si une farde, vous devez l'ouvrir, enlever le petit clips, chercher comment on appelle ça, Le bon à la bonne part, intercalaire. au bon Oui, c'est ça. intercalaire, que vous ne trouvez pas le document parce que c'est pas bien noté. Finalement, vous trouvez le document, vous le traitez. Eh ben, vraiment, c'est très sérieux. Au bout d'un moment, vous êtes tellement fatigué de faire tous ces allées et venues dans cette farde que vous allez reposer le papier au-dessus de la farde et qui finalement, il ne sera jamais rangé à l'intérieur. Alors, ça a l'air débile et la plupart des gens nous disent, bah, attends, il faut quand même un petit peu de bonne volonté. Oui, mais quand on revient d'une grosse journée de travail, qu'on a des enfants qui sont épuisants, qu'on a la pression au travail, qu'on a des problèmes de santé, qu'on n'est déjà pas très bien chez soi, qu'on vient de se disputer avec son conjoint et qu'on doit en plus faire cet effort, eh ben, on n'y arrive pas. Et c'est tous ces petits efforts qu'on n'arrive plus à faire qui, à un moment donné, peuvent créer un encombrement dans la maison. Donc, arrêtez de vous battre contre cette loi de base, qui est la loi du moindre effort, et essayez de mettre en place des solutions simples. Donc, nous, la simplicité, à tous les niveaux, c'est vraiment une notion de base dans notre métier. Alors, si vous voulez continuer un peu la réflexion, en plus des motivations, des freins, etc., il y a quand même la notion de déclic qui est super importante. Il y a toujours un moment dans la vie où quelque chose qui était difficilement supportable devient tout bonnement insupportable. Et vous n'êtes pas toujours conscient qu'il s'est passé quelque chose, mais si vous y réfléchissez, prenez un peu de recul, vous verrez qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, qui vous a fait complètement péter les plombs et qui rend la situation insupportable. Alors, il y a un déclic, malheureusement, qui est assez souvent cité, c'est un problème de santé. Ça peut être aussi un décès, le décès d'un proche.
ce sont des remises en question. Alors, on peut parler d'un déclic qui s'est passé, un fameux déclic quand même ce week-end avec les attentats à Paris. Ça peut créer des déclics vraiment très clairs dans la tête des gens. Se rendre compte que finalement, tous ces tracas matériels, qu'est-ce que c'est à côté d'une vie? Ça peut être la naissance d'un enfant. Alors, on s'en sort bien avec un, avec deux, ça devient un peu chaotique, mais avec le troisième, c'est l'explosion. Le troisième enfant peut être un déclic dans une famille. Ça peut être une séparation, évidemment, ou le fait de retrouver quelqu'un dans sa vie. Donc tout ça, ce sont des moments clés dans la vie, des déclics, moi je les appelle comme ça, qui nous donnent envie de modifier une situation dans laquelle on se trouve. Et c'est important que vous arriviez à détecter chez vous quel est ce déclic. Alors il n'a peut-être pas encore eu lieu, hein. Vous l'avez peut-être déjà depuis quelques mois, ou peut-être que c'était cette conférence ou la participation à un atelier qui peut jouer le rôle de déclic. Tant mieux. Le but, c'est de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors, avant de passer au slide suivant, je veux quand même vous parler d'une notion qui est super importante, ce qu'on appelle les foyers d'encombrement. Alors, les foyers d'encombrement, ce sont les zones qui sont les plus encombrées dans vos maisons. Alors, un foyer d'encombrement, c'est quelque chose qui arrive à partir d'un point chaud. Deuxième terme, un point chaud ou hotspot, c'est comme ça qu'on les appelle dans les bouquins en anglais. C'est un endroit où systématiquement, toutes les choses s'accumulent et on ne sait pas pourquoi. Alors, ça peut être une table à l'entrée, ça peut être une chaise dans une chambre, ça peut être une table de nuit, ça peut être un plan de travail, ça peut être une corbeille dans le salon, ça peut être une table de salle à manger, ça peut être le dessus d'un buffet. Peu importe. C'est tous des endroits, vous avez beau arrêter de dire aux gens de déposer des trucs, il y a toujours plein de choses qui atterrissent à cet endroit-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un point chaud. Si vous ne réglez pas le problème du point chaud assez vite, très vite, le foyer s'étend. C'est vraiment comme un incendie dans une forêt, comme si on mettait une allumette à un endroit. Et plusieurs points chauds s'accumulent les uns à côté des autres, et à un moment donné sont reliés et forment un foyer d'encombrement. Donc, vous devez essayer de détecter chez vous quels sont ces points chauds. Et quand vous aurez détecté ce qu'ils sont, où ils sont, vous devez soit essayer de les éliminer en supprimant la chaise, en supprimant la table de nuit, en retirant un tiroir, ou voilà. Si vous ne savez pas déplacer le plan de travail de la cuisine ou un buffet à l'entrée, par exemple, vous pouvez essayer de lui rendre un côté un peu plus esthétique. Mettre une nappe, mettre un bouquet de fleurs, mettre des photos. C'est aussi un bon moyen, en fait, de nous ralentir quand on est en train de poser la chose sur l'endroit précis et qu'on se dit, ah oui, non, bien. On est tous paresseux par nature, donc on va systématiquement déposer les choses là où elles tombent le plus vite. Si vous vous mettez des barrières entre vous et la manière de déposer cet objet, vous avez plus de chances de le ranger au bon endroit. Et alors, la troisième solution, si vous ne voulez pas mettre des bouquets de fleurs partout dans votre maison, c'est éventuellement de passer en revue ce point chaud très souvent. Donc, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous devez être plus vigilant et donc vider ces différents points chauds et aller remettre les différentes choses aux différents endroits. Alors, on est comme on est, c'est ce que je vous disais, donc on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des gens qui vraiment arrivent à se mettre à ranger comme ça par eux-mêmes, et puis il y en a d'autres qui vraiment pataugent. Alors, je vous ai donné dans les 13 profils types ici, 6 profils qui sont les profils souvent qui parlent le plus aux gens. Donc c'est pour ça que je les ai repris. Je vais vous les expliquer en quelques mots. Si vous avez envie d'aller plus loin et de voir vraiment les 13 profils types, alors il faudra venir à un atelier qui est plus long et on fait vraiment une analyse de chacun des cas. Alors, le créatif, c'est la personne qui pense que l'ordre est incompatible avec sa créativité. Donc, le créatif, il va vous dire, moi, j'ai besoin d'avoir mon bazar en face de moi pour pouvoir me mettre à imaginer un tas de choses. Alors, il a raison. Le créatif, on va surtout pas le contredire là-dessus parce que c'est vrai. Le créatif a besoin de sources d'inspiration, a besoin de toucher, de voir, de manipuler pour pouvoir faire fonctionner sa créativité. Le problème, c'est une question de mesure. C'est-à-dire que quand le désordre est trop important et coupe la créativité, parce que c'est ce qui arrive, hein, c'est comme ça qu'il y a des artistes qui vont finalement se retrouver au fin fond de la forêt pour pouvoir écrire une chanson, ou qui vont dans un temple bouddhiste pour pouvoir réussir à écrire la suite du bouquin, ou qui voilà. Donc, et à un moment donné, les créatifs ont aussi besoin de sortir de ces espaces surencombrés pour pouvoir libérer leur esprit et retrouver cette part de créativité. Donc le créatif, le problème c'est qu'il accumule tout parce que chaque petite chose va lui donner envie de créer. Donc nous, ce qu'on lui conseille, c'est de limiter à vraiment un certain nombre de catégories, de certaines catégories de choses qui lui plaisent vraiment. Ça veut dire si vraiment son truc, c'est le papier, la création avec voilà, le tissu ou avec la création de la récup, il faut qu'il trouve vraiment ce avec quoi il a envie de travailler avec sa créativité et qu'il exclut les choses moins importantes, secondaires. Alors l'angoissé, on l'est tous, hein. Donc on est tous super angoissés parce que la société nous angoisse, tous, de plus en plus. Et donc, l'angoissé, en fait, il a peur parce qu'il dit, je ne peux pas le jeter, on ne sait jamais, au cas où j'en aurais besoin. Donc, jeter l'angoisse. Se défaire d'un certain nombre d'angoisses, d'un certain nombre de choses d'angoisse. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Et donc, l'angoissé, il faut essayer de cibler l'angoisse qu'il y a derrière.
pourquoi est-ce qu'il est si angoissé. Il faut essayer de lever progressivement ses angoisses et il faut lui montrer par des petits exercices que finalement, la fameuse veste dont il ne voulait pas se défaire, qui est partie, il l'a oubliée, il n'en a jamais eu besoin. La quatrième grosse cuillère pour mélanger, qui était très jolie mais qui encombrait le tiroir, bah finalement on vit très bien sans et on n'a pas besoin d'en avoir quatre. Donc l'angoissé, on lui montre petit à petit qu'on arrive finalement à vivre avec moi. Le sentimental, il ne fait pas de différence entre l'objet et la personne. Donc le sentimental, il a l'impression que quand il jette une photo à la poubelle, qu'il jette la personne à la poubelle. Donc c'est très difficile pour lui de faire la distinction entre un objet et une personne. Alors le sentimental, on va essayer de travailler plutôt progressivement, de ne jamais démarrer par les choses qui lui touchent le plus. Donc par exemple, si ce sentimental pleure chaque fois qu'il ouvre sa boîte à photos, évidemment, on ne va pas commencer par la boîte à photos. Donc le sentimental, on va d'abord l'amener sur des sentiers où il se sent plus à l'aise pour lui montrer par A plus B que le désencombrement fonctionne. Et ensuite, quand il se sera fait la main, il pourra passer à des choses sentimentalement plus difficiles. Alors, l'hésitant, c'est le cas de la personne chez qui j'étais tout à l'heure, plein de centres d'intérêt. Donc, souvent, les créatifs ont plein de centres d'intérêt, ça va souvent de pair. C'est la personne qui décide de se mettre au scrapbooking parce qu'elle a participé à un atelier et qui achète évidemment tout le matériel parce qu'elle a envie de se mettre au faire du scrapbooking. Et elle se rend compte, après quelques semaines, que c'est quand même vachement encombrant sur la table de la salle à manger. Le mari, un soir qui en a marre, met tout dans une caisse parce qu'il y a des invités qui se pointent une heure après. La caisse ensuite est déposée près de la cave, puis descendue. Et puis, cette passion passe et hop, on se met à une deuxième passion, on décide de faire de l'aquarelle. Et là, on achète de nouveau tout le matériel pour faire de l'aquarelle. C'est un peu le cas des gens qui passent d'un sport à l'autre aussi. Ils décident de se lancer dans le badminton, qui vont chez Decathlon, qui achètent les baskets et toute la tenue et tout ce qu'il faut, et puis qui, 2 mois après, se rendent compte que finalement le badminton, c'est pas pour eux. Ils se mettent à la course à pied, ils vont racheter une autre paire de baskets, parce qu'on ne court pas avec les mêmes paires de baskets chez Decathlon, attention. Pour faire du badminton, pour faire de la course à pied ou pour faire de la zumba, c'est pas les mêmes baskets. Donc ça nous rend angoissés, hein, ça. De retrouver tout dans les magasins, à ne plus savoir quoi acheter, ça nous rend très angoissés aussi. C'est pour ça que je vous disais que la société nous angoisse. Donc l'hésitant, évidemment, il accumule plein de choses, c'est clair, puisqu'il passe tout le temps d'une activité à l'autre. Le sous pression, il a besoin d'une deadline. Il ne sait rien faire avant la dernière minute. Donc c'est la personne qui rend son hall d'entrée 10 minutes avant que tout le monde se pointe et qui met tout dans des mannes, qui met tout dans des boîtes et qui met toutes les mannes sur le palier en haut. Et puis finalement, 2 mois après, les mannes sont toujours là, les chaussures sont toujours là. Et donc effectivement, le sous pression, il a presque une incapacité à faire les choses dans le temps. Et donc il se surcharge tout le temps. Et donc finalement, il n'arrive jamais au bout de son rangement. Et l'enthousiaste, il est généreux par nature. Alors ça, c'est la maman qui fait partie du club de tennis du coin, qui travaille aussi à la fin de s'y faire de l'école, mais qui a aussi décidé de faire partie du système d'échange local du quartier, qui adore rendre service à ses collègues, etc., etc. Donc l'enthousiaste, il est généreux par nature, mais du coup, il s'oublie parfois. Et donc, il ne prend pas le temps nécessaire pour pouvoir ranger son habitation ou pour pouvoir mettre de l'ordre de temps en temps. Donc, ces profils-là ne sont pas des défauts. Hein, donc, il ne faut pas croire être créatif, c'est génial. Être angoissé, on est tous. Être sentimental, c'est quand même un minimum. On est tous un peu sentimentaux, hein, surtout depuis que les souvenirs deviennent numériques. Hésitant et passer d'un truc à l'autre, c'est normal aussi. C'est quelque chose des phases par lesquelles on passe. À un moment donné, devoir travailler sous pression, bah, on est tous des fois obligés de le faire. Voilà, et la générosité est une super qualité. Donc, on n'est pas en train de dire que ce sont des défauts. Je suis simplement en train de dire que ce sont des profils qui ont tendance, effectivement, à passer moins de temps chez eux, passer du temps à l'extérieur, ou en tout cas à passer moins de temps dans le rangement de son habitation, et qui a tendance, du coup, à accumuler aussi. L'angoissé, il accumule, effectivement. D'accord? Donc, il faut essayer de s'analyser un petit peu pour comprendre dans quel profil type on est, dans quel profil type se trouvent les gens avec qui on vit, pour mieux comprendre les causes d'encombrement. OK? Alors, dans les causes suivantes, on a ce qu'on appelle les causes extérieures. Et dans les causes extérieures, il y a tout ce qu'il y a sur le slide là. Donc, les sans rangement fixe. Il y a plein de choses dans la maison qui n'ont jamais été rangées à un endroit précis. Je pense au chargeur de GSM. Je pense à la télécommande. Je pense aux clés. Eh bien, ça, ce sont des choses qui très vite encombrent les surfaces, encombrent les buffets, les paniers dans l'entrée, etc., les bureaux, etc. Donc, les sans rangement fixe, on peut régler le problème très vite en les définissant une bonne fois pour toutes et en criant OI, OI dans toute la maison. À partir d'aujourd'hui, les chargeurs sont là et à partir d'aujourd'hui, les clés sont là. Alors, les rangements peu pertinents, il y en a plein dans les maisons et ça pose de gros problèmes en termes d'encombrement. Un rangement peu pertinent, c'est, j'ai encore vu tout à l'heure, l'appareil à raclette à côté de la poêle avec laquelle on cuit la viande tous les jours. C'est pas pertinent parce qu'il y a une fréquence d'utilisation qui n'est pas la même. Et donc, on ne doit pas noyer ce qu'on utilise tous les jours avec des choses qu'on utilise très peu. Le tiroir est lourd, il gratte, ça fait du bruit, on n'a pas de place pour mettre sa poêle. Tout ça pour un appareil à raclette qu'on utilise quelques fois par an. C'est un rangement peu pertinent. Cet appareil à raclette doit se trouver plus loin. Donc, ça, c'est une règle de base.
il y a la règle des 3 M, hein, moins, mais mieux. Et alors, il y a la loi de la proximité, donc c'est ce que je disais, ce qu'on utilise le plus souvent doit être à portée de main, ce qu'on utilise le moins souvent peut s'éloigner. Et il y a là la loi du moindre effort qui est là aussi, et qui dit plus le rangement va vous demander des efforts, moins vous avez de chances de le faire sur le long terme. Alors, on a aussi comme cause d'encombrement extérieur les rangements compliqués ou inaccessibles. Je pense aux exemples des parents qui ont tendance à ranger les jouets de leurs enfants avec une réflexion d'adulte. Donc, il y a des gens qui rangent les animaux de la forêt, les animaux de l'océan, les animaux de la jungle, les animaux de la ferme, les dinosaures, etc., etc. Eh bien, c'est beaucoup trop compliqué pour les enfants. Ils n'en ont rien à cirer que la girafe se trouve à côté de la baleine, se trouve à côté du cheval ou de la poule. Pour un enfant, ce qui est important, c'est justement de faire travailler son imagination et de tout mélanger. Si vous lui demandez tous les soirs de refaire des catégories en fonction des jouets, il y a très fortes chances pour que finalement il ne se mette jamais à ranger comme ça. Donc, un rangement pertinent, c'est quoi? C'est un grand bac dans lequel on met tous les animaux. Et on peut même mettre les dinosaures avec si on veut, si on considère que c'est des animaux. Voilà. Un rangement trop compliqué, c'est les gens qui rangent, et je vous assure que je l'ai vu, les jouets des enfants par marque. Donc tous les jeux Jeko, tous les jeux Barbie, tous les jeux Lego, tous les jeux Playmobil. Donc on fait des distinctions entre les... Mais les enfants, en fait, s'en fichent, hein. Ils peuvent prendre une grande Barbie ou des grandes jambes à côté d'un petit Playmobil et imaginer une histoire d'amour entre Playmobil et la Barbie. Donc il ne faut absolument pas rendre les choses trop compliquées. Moi, je dis toujours que le meilleur moyen de voir si un rangement est simple, c'est de le faire tester par des enfants. Donc, si un enfant arrive à remettre les choses en place et à avoir accès facilement, c'est gagné. Alors, il y a de fortes chances que tous les membres de la famille y arrivent aussi. Alors, une des causes extérieures d'encombrement, encore autre, c'est la dispersion, l'éparpillement. Si vous avez des bouquins de cuisine dans la cuisine, mais aussi un peu dans la buanderie, des bouquins sur le jardin qui se trouvent dans la buanderie, mais aussi un peu dans le garage, des romans qui se trouvent dans le salon, mais aussi sur le palier et un peu dans la table de nuit, etc., etc., etc. Mais le jour où vous voulez faire un grand tri dans vos bouquins, vous devez commencer par les rassembler et puis ensuite faire un fameux tri. Sinon, vous allez vous retrouver avec des solutions de rangement qui finalement, 2 jours après, ne correspondront plus parce que vous avez oublié qu'il y avait encore 5 gros bouquins qui se trouvaient dans votre table de nuit. Donc, le fait de rassembler et d'éviter la dispersion permet de retrouver plus vite ces affaires, de les ranger plus facilement et donc d'y avoir accès plus simplement. La quantité, le volume, bah, c'est une des causes d'encombrement, hein. Quand on n'a pas assez de place ou trop de place, parce que ça peut être un problème aussi, hein, les maisons trop grandes sont une des causes d'encombrement. Eh bien, effectivement, on a tendance à accumuler de trop ou justement à ne plus respirer dans cet espace. Alors, tout ce qui est en attente, hein, c'est des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut que je le rende à ma maman, il faut que je le rende à ma soeur, c'est des choses qu'on m'a prêtées, etc. Toutes les choses en prêt et en attente dans la maison peuvent créer de l'encombrement. Trop de fonctions dans un même espace. Alors ça, c'est l'exemple type du salon qui est aussi un coin jeu, qui est aussi un coin salle à manger, qui est aussi un coin bureau. C'est 4 fonctions distinctes, en fait. Le coin bureau, le coin jeu, le coin salon, le coin salle à manger. C'est 4 fonctions distinctes dans un même espace. Et ça, c'est vraiment foireux. Vous devez absolument essayer de sortir un certain nombre de fonctions des différents espaces dans lesquels vous vous trouvez si vous voulez limiter l'encombrement de ces espaces. Parce que chaque fonction de ces espaces, en fait, amène des nouvelles catégories d'objets. Les jouets, ça va être les puzzles, les poupées, les Barbies, les bouquins des enfants, etc. Le coin bureau, ça va être l'ordinateur, les câbles électriques, la procure, etc. Le coin salle à manger, ça va être les nappes, les belles assiettes, les bougies. Et le coin salon, ça va être les magazines, les plaids, les télécommandes, etc., etc. Eh bien, tout ça, ça fait beaucoup trop pour un même espace. Donc, trop de fonctions dans un même espace est une cause d'encombrement. Alors, si vous rajoutez à ça les changements familiaux, divorce, déménagement, décès, naissance multiple, des changements professionnels, hein, on peut perdre son emploi, ou on peut changer de fonction, ou on peut décider de partir pour l'étranger. Quand vous saupoudrez tout ça d'un peu de mauvaise volonté, eh bien, vous avez vraiment la recette parfaite de l'encombrement. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ça peut être développé de manière beaucoup plus large, une fois de plus, mais que finalement, la problématique de l'encombrement des maisons, c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Et surtout, il n'existe pas de recette miracle, puisque chaque situation est différente. Donc, nous, on ne fait jamais que du sur-mesure. On fait une étude complète de la situation dans laquelle se trouve le client, au sein des causes extérieures que les causes psychologiques, et à partir de là, on propose des solutions sur mesure. Donc, le travail que vous devez faire pour arriver à maturité, c'est réfléchir à toutes ces causes d'encombrement avant de pouvoir passer euh, aux méthodes de désencombrement à proprement parler. Alors, on y arrive, hein. On y arrive à cette fameuse méthode. Ce qui est génial en fait dans le home organizing, c'est que autant les causes d'encombrement peuvent être complexes, variées, changeantes et compliquées à cerner,
autant la méthode en tant que telle est simple, unique et performante pour tout, pour tout le monde, pour toutes les pièces de la maison, et qu'on travaille pour un petit tiroir ou une armoire complète, c'est toujours la même méthode. Donc ça, c'est absolument génial. Donc ça soulage quand même vachement, hein, de se rendre compte qu'on est peut-être à un cas d'école, mais que finalement la méthode qui fonctionne pour ma voisine organisée, en fait, elle peut fonctionner aussi pour moi. La méthode, c'est-à-dire le déroulé, la manière de procéder. Alors, la manière de procéder est assez simple. Par contre, l'appliquer peut être un peu plus compliqué parce que va devoir faire appel à votre réflexion et donc va vous demander en fait de faire quelque chose que les gens détestent à l'heure actuelle, c'est-à-dire prendre des décisions. Retenez bien ça, une pile de vêtements qui traînent, une pile de papier sur le bureau ou une pile de vaisselle dans l'évier, ce n'est jamais qu'une pile de décisions non prises. On n'a plus le courage, on n'a pas envie de décider. On n'a pas envie de décider si on met le pantalon bleu, le pantalon noir, le pantalon rouge, avec le t-shirt jaune, avec le t-shirt bleu. Et donc, ça nous fatigue, et donc on sort la moitié de nos trucs, puis tout termine. On n'a pas envie de se décider à passer le coup de fil, à répondre aux mails, à vérifier les paiements, etc. Donc, c'est une pile de décisions non prises. Eh bien, faire du rangement, c'est se forcer une bonne fois pour toutes à prendre toutes ces décisions qui n'avaient pas été prises précédemment. La méthode STAR, c'est une méthode que je n'ai pas inventée, qui existe dans les bouquins. Alors moi, évidemment, je l'ai retravaillée à ma sauce. C'est comme ça que dans l'atelier, on arrive à en reparler pendant 1 heure. Parce que la méthode STAR est un point de départ, mais on peut la développer beaucoup plus loin. Mais on n'aura pas le temps ce soir. La méthode STAR, en fait, c'est STAR pour étoile. STAR veut dire étoile en anglais. L'étoile a 5 branches et on fonctionne toujours avec 5 caisses. C'est simplement pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et les 5 caisses, c'est celles que vous voyez apparaître à l'écran. Donc la première, c'est à garder, la deuxième à stocker, la troisième à donner, la quatrième à vendre et la cinquième à jeter. Alors la grosse différence entre les 2 caisses du dessus et les 2 caisses du dessous, c'est que tout ce qui est au-dessus, ce sont des choses qu'on garde. Toutes les choses d'en dessous, ce sont des choses qui sortent. Alors, c'est pas anodin hein, qu'on ait 3 caisses de choses qui sortent et 2 caisses de choses qu'on garde. Ça veut dire que proportionnellement, vous appliquez bien la méthode STAR dans les différents exercices que vous allez faire, vous devriez sortir plus de choses que ce que vous gardez. 40% de choses restent, 60% de choses sortent. La différence entre la caisse 1 et la caisse 2, c'est la fréquence d'utilisation. On va mettre dans la caisse à garder des choses qu'on a besoin d'avoir à portée de main tous les jours. On va mettre dans la caisse à stocker des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir sous la main tous les jours. Et donc, la caisse à stocker, on va ensuite la dispatcher au grenier, au garage, un peu plus haut dans les armoires, un peu plus loin, un peu plus bas. Bref, dans des endroits où on a simplement moins facilement accès, qui peuvent nous demander plus d'efforts. Alors, la différence entre à donner, à vendre, à jeter, ben, c'est simple, hein. On ne donne que des choses en bon état et qui peuvent encore servir. Alors, attention de ne pas vous déculpabiliser en donnant toutes vos vieilleries qui n'ont plus de sens ou qui sont abîmées à d'autres. Hein, ça, c'est un gros problème. Vendre, même chose, on ne peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui par n'importe quel réseau. Donc, il faut savoir que ça vous demande beaucoup d'énergie de vous mettre à vendre des choses. Donc, ne négligez pas le temps et l'énergie que ça va vous demander. Et à jeter, attention au tri sélectif, effectivement, quand vous triez. Donc la méthode, en fait, ce n'est que ça. C'est se décider un matin de prendre l'intérieur de tout ce qu'il y a dans le fameux tiroir de la cuisine qui est toujours encombré. On commence par un endroit petit et simple. On le retourne et là, on décide de se poser une série de questions sur chacun des objets qu'on va sortir du tiroir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce truc? Est-ce que j'ai la place pour le garder? Est-ce qu'il ne peut pas servir à d'autres? Quand est-ce que je m'en suis servi la dernière fois? Si vous ne vous en rappelez plus, c'est déjà mauvais signe, hein. Les gens doublent quelque part. Est-ce que cet objet il est sentimental? Est-ce qu'il est utile? Il y a une autre question qui peut être intéressante aussi, qui moi m'a beaucoup percuté au début. C'est est-ce que finalement j'aime cet objet? Est-ce qu'il me procure de la joie? Est-ce que j'ai une émotion positive quand j'ai cet objet devant moi ou pas? Ça peut être un critère de sélection dans les objets. Voilà, donc c'est se poser une série de questions, arriver à prendre des décisions et en fonction de la décision qui est prise, dispatcher les objets qui se trouvent à l'intérieur de ce tiroir dans les 5 caisses qui sont placées derrière dans la zone de tri. Eh bien, en fait, la méthode de désencombrement, ce n'est que ça. Pendant une mission de 4 heures, on va pendant 3 heures vider l'ensemble des tiroirs, des armoires, des étagères, se poser une série de questions et aider les clients à s'en poser de plus en plus pour arriver à prendre une décision, dispatcher le contenu de ces armoires dans les 5 caisses, et puis la dernière heure, donc c'est plus ou moins 2 tiers, 1 tiers, aller redistribuer le contenu de ces caisses dans les différentes pièces de la maison. Eh bien voilà, la méthode STAR, ce n'est que ça. Alors moi, je l'ai développée beaucoup plus largement avec tout ce qui est méthode de critères, en lien avec la méthode de Marie Kondo, etc. Mais là, c'est un peu court pour pouvoir le faire. L'important, c'est que vous voyez un petit peu le déroulé. Donc, d'abord, c'est quoi le home organizing? C'est quand même important de prendre conscience que c'est un métier nouveau qui est tout à fait ancré dans le contexte actuel, le contexte sociétal actuel. Ensuite, c'est de prendre conscience qu'il y a des causes qui sont multiples
qu'il y a une différence entre les causes psychologiques et les causes matérielles, arriver à se poser une série de questions, de travailler sur les motivations, qu'est-ce qui me motive, les déclics, et puis effectivement d'expliquer en quelques mots la méthode qui peut être développée beaucoup plus largement. Il y a quand même une petite phrase, moi, qui m'a bien aidée aussi quand je me suis mise à vider la maison, c'est celle-là. On ne doit pas se fixer sur les objets que nous devons jeter, mais sur les objets que nous souhaitons garder. Et ça, c'est un conseil que je donne souvent. Ça permettra de bien clôturer cette partie. Et ben c'est ça, c'est avant de vider votre dressing et de passer en revue tous vos vêtements, sortez un peu de ce dressing les vêtements avec lesquels vous ne vous voyez pas ne pas vivre. Donc les vêtements qui vous sont vraiment essentiels. La petite veste que vous mettez tout le temps, c'est impossible de la sortir de votre dressing, c'est la veste que vous adorez. Le pantalon qui vous va comme un gant depuis 20 ans, eh ben, c'est le pantalon qu'il faut garder. Quand vous aurez fait le tour de toutes ces choses que vous souhaitez garder, tout ce que vous souhaitez éliminer subitement aura vachement moins d'importance. Et donc, vous aurez beaucoup plus facile de vous en défaire. C'est un peu comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Autant prendre la problématique de désencombrement de manière positive en commençant par ce qu'on veut vraiment garder. Alors, bah, c'est clair que c'est un peu court, hein, donc on pourrait en parler bien plus longtemps. Si vous voulez poursuivre la réflexion, vous avez plusieurs pistes. Donc, il n'existe pas que les ateliers. C'est une des portes d'entrée vers le home organizing. Donc, participer à un atelier qui dure 3 heures, l'atelier découverte. Il y a l'atelier découverte home organizing, donc vraiment sur ce qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire l'encombrement matériel. Et puis alors, il y a l'atelier découverte office organizing, donc qui traite beaucoup plus de toute la gestion administrative, le cycle des papiers, le cycle du linge, le planning, les rituels quotidiens, la planification hebdomadaire, etc. Et puis, dans quelques mois, c'est là-dessus que je suis en train de travailler, il existera la méthode en 5 étapes. Donc, vous aurez l'occasion de venir chaque mois, pendant 5 mois, avancer dans la recherche par rapport à chaque zone, de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise, chaque zone de la maison. Alors, vous pouvez organiser un atelier chez vous, donc ça fonctionne comme un réseau de vente directe, un classique. Une hôtesse ouvre ses portes et décide d'inviter X copines, X voisines, et on participe à l'atelier. L'autre solution, c'est effectivement, éventuellement, si vous voulez aller plus vite, que vous êtes vraiment prêt à faire bouger les choses, c'est de faire appel à quelqu'un de l'équipe. Et donc là, on commence toujours par un entretien téléphonique, une demande d'abord souvent par mail, puis un entretien téléphonique, et puis seulement par la suite une première visite complète de l'habitation avec une remise de compte rendu. Et à partir du moment où on a dressé, c'est un peu ça, hein, la fiche d'identité du client et la fiche d'identité de la maison, on peut se mettre à désencombrer. Et puis, ben, c'est vrai que c'est quand même important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi pour ça. Si vous êtes reconnu dans ce que je raconte et que vous avez l'impression d'être justement une Mary Poppins et une pro du rangement, vous pouvez aussi revenir vers moi pour cette problématique-là, c'est-à-dire pour je voudrais en faire un métier puisque je recrute encore constamment de nouvelles conseillères pour ma tribu. Voilà, j'ai fini de vous raconter tout ce que j'avais à vous raconter. Je suis toute ouïe pour voilà, répondre à vos questions et je rends la parole à Françoise pour clôturer. Merci pour votre attention. Oui, ben merci à toi, Élodie, d'avoir pris ton temps pour nous donner, pour partager ta passion et donner de nombreuses pistes. Déculpabiliser aussi chacun, chacune, lorsqu'il y a un peu ou beaucoup de désordre à la maison. Et alors, je vous encourage à peut-être noter vos questions dans le chat de façon à ce qu'on puisse les lire et puis les reprendre et vous donner des infos complémentaires par rapport à tout ce qu'Élodie a déjà bien précisé. C'était déjà très complet, très clair. Moi, je peux vous dire en tous les cas que nous avons testé et à plusieurs reprises, notamment il n'y a pas très longtemps, puisque de 2 ménages, nous en avons fait un, et c'est une famille recomposée de 7 personnes. Donc, on avait envie que ça aille vite aussi et que chacun puisse avoir son espace bien rangé rapidement. Donc, nous avons fait appel à Élodie et je peux vous dire que c'est une vraie Mary Poppins, c'est que c'est super efficace et rapide, hein, franchement, parce que en 3 heures, on voit déjà pas mal de choses changer, quoi. Tout à fait. Voilà. Moi, je rigole toujours en disant que notre métier, c'est un peu comme un métier de déboucheur. On a l'impression de faire effet un peu desktop. Donc, on va vraiment déboucher les situations dans lesquelles les gens se situent pour pouvoir faire recirculer l'eau correctement. Mais après avoir enlevé le bouchon, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est important tout de même. On laisse les gens, on leur apprend la méthode et on les laisse poursuivre. Donc, on vient dans des situations des fois critiques et dans des points précis, des demandes vraiment très ponctuelles, mais ça ne veut pas dire qu'on va vous aider à ranger votre maison de fond en comble, hein.
Donc, vous ne vous engagez à rien, en fait. On démarre quelque chose, on est là pour vous aider quand c'est nécessaire, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'obligation. Alors, oui, je réponds, François, je réponds en direct aux questions. Oui, 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 oui. Donc, oui, voilà. Alors, Bon, on peut prendre euh, la question d'Isabelle, là, qui dit vous pouvez m'aider à vider mes caisses de déménagement. bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est un cas où on intervient effectivement très très souvent, c'est les cas de déménagement. Alors, en principe, on aime bien intervenir avant, en amont, c'est-à-dire quand on est en train de faire les caisses, pour ne justement pas aller mettre dans les caisses des choses qu'on n'utilisera plus dans la prochaine habitation. Mais quand c'est trop tard, on peut effectivement agir au moment où on les déballe. Donc mieux vaut ne pas tout déballer et attendre qu'on vienne pour pouvoir justement faire ce tri au moment où on sort les objets des caisses. Il y a aussi dans la problématique du déménagement, quand on vide des caisses, la grande question de c'est très bien, mais maintenant je mets ça où? Et donc l'emplacement des nouvelles choses ou des choses qu'on avait déjà chez soi mais ailleurs, on ne sait plus remettre de la même manière. Donc effectivement, on va même intervenir dans des cas où on range des containers complets. Donc là, la semaine prochaine, je vais rencontrer une dame qui a 32 mètres cubes de containers à vider. Donc elle avait tout mis en fait dans des stocks, hein, oui. Et donc tout à fait, c'est un cas où on peut venir vous apporter notre aide sans souci. L'atelier à la maison, il dure 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'échanges, effectivement, que quand on fait une webconférence, puisque là, on est en direct avec les gens, donc on a les réactions, on a les sourires, on a les éclats de rire, on a des fois les larmes quand c'est plus problématique. Donc, ça prend pas mal de temps. Et on fait toujours une pause d'une bonne demi-heure, c'est pour ça que ça dure 3 heures et demie, pour pouvoir grignoter quelque chose, parce qu'on fait ça en soirée ou l'après-midi ou le matin. Donc, à un moment donné, l'estomac crie famine, donc on mange un petit bout. Et c'est surtout l'occasion d'échanger sans tabou. Donc ça, j'aime beaucoup les gens qui arrivent un peu coincés et puis qui déjà au moment de la pause échangent beaucoup. Et concrètement, Les par tarifs, rapport aux ateliers. Ah oui, je voulais juste rebondir par rapport à ça. L'atelier, donc ça dure 3 heures et demie. Et concrètement, comment ça se passe? Vous rangez, enfin, il va y avoir le rangement d'une pièce chez la personne qui reçoit ou pour partir d'un cas pratique et expliquer? alors, l'atelier découverte, c'est vraiment un atelier découverte, je ne veux pas dire autrement, c'est un atelier qui permet justement de revenir sur c'est quoi le home organizing, tous les profils psychologiques, toutes les causes matérielles, on explique toutes les notions principales, qu'est-ce qu'un foyer d'encombrement, un point chaud, quelle est l'importance de la fonction dans chacune des pièces, etc. Puis on explique la méthode STAR et on la développe avec la méthode des critères et toutes les méthodes qui suivent. On passe une vidéo aussi récapitulative qui explique le métier. J'amène plein de bouquins, donc je commande des bouquins sur le sujet aussi. Et puis alors, on parle très souvent, on introduit en fait les ateliers suivants par rapport au management ou à l'office organizing. Donc c'est un atelier qui permet de faire une mise au point sur la D'accord. situation et c'est une porte d'entrée. D'ailleurs, c'est un prérequis. Donc nous, on n'invite pas les gens à venir aux ateliers suivants tant qu'ils ne sont pas venus à celui-là, parce que c'est important pour nous de poser les bonnes bases dès le départ. Après, quand cet atelier est fait, alors on ouvre la porte vers les ateliers de méthode, parce que là, on ne revient pas sur le contexte, sur le home organizing et tout le reste. On rentre vraiment sur, OK, j'ai compris comment fonctionnaient les coachs chez moi et comment je devais m'y prendre. J'ai testé deux, trois trucs. Maintenant, j'aimerais bien avoir des informations précises sur, par exemple, tout ce qui touche au linge, aux buanderies, dressing, linge de maison. J'aimerais bien des informations très précises sur les pièces de vie, c'est-à-dire comment faire en sorte que ma cuisine, salle à manger, salon soit toujours rangé. Il y aura un atelier sur les enfants, les jouets, les vêtements. Donc, ce sont des demandes plus précises. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans des exemples pratiques. C'est-à-dire que les gens viennent en début avec des photos de ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils voudraient faire. On revient sur ce qui a été vu l'atelier précédent, ce qui a déjà pu être mis en place. Puis, on voit la nouvelle partie de la théorie, de la méthode, si on veut. Puis, on donne une liste de choses à faire pour la fois suivante. Et là, on forme un groupe de 5, 6 personnes qui se voient tous les mois. Donc, on est beaucoup plus proche d'un coaching que d'un atelier d'information comme l'atelier découverte. D'accord. Ok, merci. Les tarifs sont sur le site, oui, effectivement. Donc, tous les tarifs pour la page atelier sont sur le site. Donc, c'est 25 € par participant. Et les tarifs pour les missions sont effectivement sur le site aussi. C'est très simple puisqu'on a un tarif horaire. Donc, si on reste 3 heures, eh bien, c'est 3 fois 65 €. Si on reste 2 heures, c'est 2 fois 65 €. Si on reste 4 heures, voilà. Donc, c'est toujours le même prix, toujours le même tarif horaire. Et ça dépend simplement du temps qu'on passe chez le client. Donc, c'est assez simple comme calcul. Après, il y a des principes de cadeaux, donc effectivement, on motive les gens, on continue à un premier rendez-vous, on offre toujours la première heure de la mission, par exemple, donc on a une réduction de 65 €. Quand on organise un atelier et qu'on est hôtesse, les cadeaux hôtesse, ce sont des heures de rangement. Donc, à partir de 5 participants, on a son atelier qui est gratuit. À partir de 8 participants, on a un chèque cadeau qu'on peut déduire. À partir de 12 participants, on a une heure de rangement gratuite.
Voilà, donc c'est une mécanique classique, hein, comme tous les mécaniques de vente, comme Tupperware et Odao et H2O, etc. Donc le but, c'est de récompenser en fait l'hôtesse qui a fait l'effort de contacter un tas de gens, qui a ouvert sa maison le temps d'une Oui. Alors, soirée. on demande si tu donnes des cartes de fidélité. Non, mais c'est une très bonne idée. Je vais la retenir, celle-là, effectivement. C'est une super idée, la carte de fidélité, parce qu'effectivement, on a des clients qu'on suit depuis très longtemps. Ah, François, je ne t'entends plus. Hmm. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez encore? Parce que je vois qu'on a perdu François, ok. Mais c'est rien, je vais reprendre, ça peut arriver. L'informatique, c'est comme ça. Est-ce que vous avez encore des questions, des demandes particulières par rapport à ce que je vous ai raconté ou par rapport aux aspects pratiques? Est-ce que vous avez des réactions peut-être par rapport à ce que je vous ai raconté? On a envie de partager quelque chose aussi qui vous a parlé? Cool, oui, je le suis. Il faut bien ça, effectivement. Effectivement, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal pour une heure. Ça va déjà vous travailler pas mal. Donc, nous, on part du principe que les personnes qui font appel à nous doivent digérer tout ce qu'on leur raconte. Donc, c'est très bien. Vous allez certainement en rêver. Vous allez certainement voir les choses un peu autrement chez vous. Laissez les choses mûrir progressivement. Et puis, quand vous sentirez que c'est le bon moment, testez ou faites appel à quelqu'un si vous en avez besoin. On est là pour ça. Voilà. Je n'ai jamais clôturé une webconférence, mais je vais le faire puisqu'on a perdu François, je suppose. Grand, grand, grand merci à vous tous. Ah, merci Anne-François, c'est super. Merci pour le retour. Alors, c'est vrai que j'étais terriblement frustrée d'être coincée derrière ma chaise parce que quand on fait les ateliers chez nos hôtesses, on gigote dans tous les sens. On a un langage non verbal qui est hyper intéressant. Donc voilà, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous voir, parler, vous toucher, vous poser des questions, mais c'était un bon Ah démarrage. bah voilà. Te revoilà, Françoise. Oui, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est déconnecté et je n'arrivais pas à retrouver le lien, quoi. Ça Donc arrive, hein. voilà. Euh, voilà. Donc, Est-ce il que y vous a avez quelques encore participants d'autres questions? qui pensaient que tu étais perdu dans une caisse, hein. Que j'étais quoi? Perdu? Que tu t'étais perdu au fond d'une caisse. Il n'y a pas de problème. C'est tout bien rangé chez nous, hein. C'est ça. Tu étais parti subitement rangé. Donc voilà, j'ai redemandé un petit peu qu'il y avait encore des questions. Et il n'y avait plus de questions pour le moment. Mhm. Il y avait surtout plutôt des réactions en disant que c'était chouette, que ils avaient trouvé ça dynamique. Donc Oui, voilà, oui, oui. on va pouvoir clôturer tout doucement la conférence. On est arrivé au bout. Oui, et je voudrais bah, encore une fois te remercier. N'hésitez pas, hein, en tous les cas, à faire appel à Elodie et son équipe. Et puis, peut-être que c'est une question qui me vient comme ça. On peut acheter des bons cadeaux pour offrir à des amis, à de la C'est la famille, comme méthode, hein. ça. Oui, tu fais bien de Comment? le dire, il existe des chèques cadeaux. Il existe Ah, effectivement des chèques d'accord. cadeaux qui sont disponibles via le site internet dans la rubrique chèques cadeaux. Et donc, le principe des chèques cadeaux, c'est qu'on met le montant qu'on veut, on l'offre à qui on veut. Le tout, c'est de faire le versement simplement sur le compte. Et donc, on reçoit sous format PDF un chèque cadeau du montant qui a une date de validité, mais je pense qu'on a mis plus d'un an. Donc, ça, c'est cool. Et on le déduit de ce qu'on veut. On le déduit d'une mission, d'un atelier, d'un premier rendez-vous, peu importe. Il suffit de le signaler en fait quand on fait appel à quelqu'un et on le déduit de la facture. Ça peut être une super idée pour les fêtes de fin d'année quand on ne sait pas offrir
quelque chose d'intéressant, qu'on n'a pas d'idée. Alors moi, je dis toujours attention aux chèques cadeaux, ne vexez personne. Si vous offrez des chèques cadeaux de rangement, vérifiez d'abord que la personne est d'accord de recevoir ce genre d'aide, ou alors faites-vous en offrir. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, 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 oui. Oui, où on connaît des personnes qui ont déjà fait appel à toi et à qui Oui, ça qui ça sont peut d'accord de passer, poursuivre, quoi. évidemment. Par rapport aux Voilà, slides, donc, je vois qu'Isabelle avait demandé, donc les slides, non, font vraiment partie de l'atelier. Entre autres, donc quand il y a un atelier qui est fait à domicile, on remet ce qu'on appelle l'essentiel, c'est-à-dire les quelques conseils de base sous forme de listing. Mais les slides, c'est vraiment notre outil de travail, donc on ne les transmet pas systématiquement. Voilà, on préfère garder le contact et puis tous les détails verbaux qui ont été ajoutés derrière. Les slides ne représentent pas grand-chose finalement. Voilà. d'accord. Je voudrais aussi informer les personnes qui sont toujours présentes que le 1er décembre à 20 heures toujours, nous aurons une autre webconférence avec une autre personne. C'est un tout autre sujet, mais qui va toujours dans le sens de l'harmonie, de la sérénité. Et c'est une jeune dame passionnée, elle aussi, qui viendra parler de l'approche des fêtes de fin d'année et comment se faire belle, s'arranger pour les fêtes. Donc voilà, se mettre en valeur, pour se mettre en valeur pour cette occasion-là. Donc je vous enverrai un lien. On fera la promo de cette conférence qui est gratuite comme toutes les autres. Et si vous avez envie de participer, ben, n'hésitez pas à faire le tam-tam autour de vous. Je pense que c'est un sujet bien d'actualité qui plaira à pas mal de personnes. Donc voilà, j'essaie toujours de trouver des expertes ou des experts dans des domaines différents, mais au final, l'idée c'est toujours de cheminer sur le chemin de l'harmonie, de la sérénité, pour se sentir bien, quoi, être bien, pour mieux vivre. Voilà. J'espère en tous les cas que cette conférence aura répondu à vos attentes et que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, merci d'avoir été là. Merci aussi. Voilà. Au revoir à tous alors. Au revoir. Bonne soirée Salut. à tous et au Oui, plaisir de merci vous beaucoup. rencontrer en vrai. Oui. À bientôt. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.